L'été en Pays de la Loire, prenez le temps de vous évader. C'est dans un village qui a plus de 1000 ans d'histoire que nous allons aujourd'hui à Vouvant, dans le sud Vendée. Ouvrez grand vos oreilles car c'est l'un des plus beaux de France. Et pour la visite, nous sommes avec un passionné, Ludovic Géron, médiateur culturel. Donc actuellement, nous sommes au sommet de la porte de la Poterne, l'une des 3 portes fortifiées de la ville, donc porte datée des 12e, 13e siècles. Donc on voit très bien la situation naturelle des lieux depuis ce point de vue, puisque nous avons la rivière, la mer qui contourne le village sur 3 côtés. Donc en étant défendu sur 3 côtés par la rivière, ça en fait un espace naturellement défendable. Également, il y a la forêt de Mervan-Vouvant, actuellement située au sud du village. Donc on comprend aisément pourquoi un château a été implanté ici au début du XIe siècle, puisque Guillaume le Grand voulait contrôler notamment la grande barrière forestière de Vouvant-Mervan, et également a choisi ce site en raison de la situation naturelle de ces lieux. À l'origine, il fallait imaginer un château de bois, certainement sur une motte castrale, donc motte de terre artificielle surmontée d'une construction en bois, avec vers l'an 1016-1019 un document qui nous indique la construction de la place forte et également d'un établissement monastique voulu par Guillaume le Grand. Si on se penche un peu, là qu'on avance, on voit une grande lignée de remparts. Donc en effet, on a parlé du premier château construit par Guillaume le Grand, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine au début du XIe siècle. Il faut imaginer qu'à partir des XIIe et XIIIe, ce sont les seigneurs de Lusignan qui sont seigneurs des lieux, donc la famille de Lusignan, et notamment Geoffroy de Lusignan qui sera seigneur de Vouvant. Et Geoffroy, il va faire édifier une grande enceinte de ville tout autour du bourg, une enceinte d'environ 1,4 km, assez bien préservée dans l'ensemble encore de nos jours. Bon, il faut bien imaginer qu'elle était un peu plus haute à l'origine. Il manque notamment donc ce qu'on appelait le chemin de ronde, un couloir défensif aménagé au sommet de la muraille, permettant aux soldats de vérifier les alentours. On peut voir que les remparts sont construits avec la roche locale, donc principalement du schiste, qui est la roche située sous Vouvant. Vous nous disiez qu'il y avait 3 portes autour de ces remparts. Il n'y en a plus qu'une aujourd'hui. Oui, en effet. Donc à l'origine, le centre-bourg de Vouvant était accessible par 3 portes fortifiées. Donc une située près du château fort, une située près du vieux pont médiéval encore existant en partie, et la 3e qui, elle, existe encore, c'est la porte de la Poterne, puisque les 2 autres ont été supprimées avant 1835. Cette porte de la Poterne, elle s'appelle comme cela, puisqu'en fait, si on se situe de l'autre côté de la rivière mer, face à la porte, eh bien on ne la voit pas, d'où le nom Poterne, puisque Poterne veut dire porte dérobée dans les murailles. On peut toujours l'emprunter aujourd'hui, oui, c'est l'un des accès privilégiés, notamment pour les piétons, lorsqu'ils visitent le village. Bonjour. Nous sommes au pied de cette tour. Elle a un emplacement aussi stratégique. Oui, donc en effet, on a parlé tout à l'heure du premier château en bois sur motte de terre. Ce château était situé hypothétiquement au nord-ouest de la tour Mélusine actuelle. La tour Mélusine, c'est le donjon de l'ancien château fort de Vouvant, château édifié donc par les Lusignans à la toute fin du XIIe ou début du XIIIe siècle. Concernant ce château, il fallait imaginer une enceinte d'environ 270 mètres de longueur qui nous entourait, avec des murs bien sûr beaucoup plus hauts. Et d'ailleurs, cette hauteur de rempart, on la découvre si on regarde ensemble le bas de la tour Mélusine, puisque la façade côté cour, elle est rectiligne. Cette façade rectiligne, ça indique justement la hauteur des anciens remparts. Concernant cette tour Mélusine, elle fait 36 mètres de hauteur depuis le bas des fossés. Elle possède encore 2 salles à l'intérieur, des salles voûtées. Et depuis, on a un panorama sur notamment la forêt de Mervan-Vouvant. Donc là, cette tour, elle est en travaux actuellement ? Oui, donc en effet, actuellement, l'accès n'est plus possible avant la fin de l'année, certainement vers le mois d'octobre, puisque l'escalier extérieur d'accès était dans un très mauvais état. Il avait été étayé en 2014, mais là, le ventre était trop important au niveau de l'escalier, ce qui fait qu'on a dû fermer la tour. Je vous rassure, l'escalier extérieur n'est pas du tout d'origine. Il avait été ajouté il y a environ 100 ans pour permettre aux touristes d'accéder dans la tour Mélusine. Et donc on voit quoi à l'intérieur ? Donc on voit encore 2 salles voûtées, des voûtes en coupole, et notamment on voit très bien que cette tour elle est défensive, mais également résidentielle. Notamment au dernier étage, vous avez une cheminée par exemple, mais également des latrines. Donc les latrines, les toilettes médiévales. Donc on voit quand on visite cette tour qu'il y avait quand même une volonté résidentielle, peut-être pour le seigneur en cas d'attaque, mais peut-être aussi pour le capitaine qui avait la garde du château à l'époque médiévale. Donc aujourd'hui, de ce château, il reste ça, les remparts et la tour ? Donc en effet, il ne reste malheureusement pas grand-chose. Il faut bien imaginer qu'à l'origine, il y avait beaucoup de bâtiments dans ce château. Notamment, on a des textes des 15e et 16e siècles qui nous indiquent notamment la présence d'une chapelle, de logis
également de puits à l'intérieur du château. Donc malheureusement, ces bâtiments-là ne sont plus du tout visibles, ils ont été détruits au fur et à mesure des siècles, notamment à partir du 18e, où va commencer le démantèlement de ce château. Et ensuite, dans les années 1820, la municipalité va niveler la place afin de justement installer les foires, puisque le champ de foire va s'installer à l'emplacement de l'ancien château. Cette tour, vous l'avez dit, elle s'appelle Mélusine, alors pourquoi ? Donc Mélusine, en effet, ancêtre légendaire des Lusignans. Mélusine, selon la légende, c'est une fée serpente qui aurait donné la lignée des Lusignans. Et c'est ce qui permet aujourd'hui aussi de reparler de cette famille, puisqu'à travers tout le village, vous avez des références à Mélusine. Donc on voit quand même que le long des Lusignans, malgré leur disparition au Moyen-Âge, eh bien, ils continuent de se voir à travers le village, notamment à travers la légende. Donc la légende de la fée Mélusine, imaginez au Moyen-Âge une forêt du Poitou où un chevalier qui s'appelle Raymondin chasse avec son oncle, le comte de Poitiers. Donc ils chassent ensemble dans la forêt, Raymondin voit un sanglier au loin, il veut le tuer, sauf qu'il va le louper de quelques mètres. Il va tuer à la place son oncle, le comte de Poitiers, ce qui fait que Raymondin ensuite va errer, attristé dans la forêt, et là il va tomber par hasard sur une clairière dans la forêt, une clairière au centre de laquelle se trouve une fontaine, la fontaine de la Soif Jolie, où se trouvent d'ailleurs 3 jeunes femmes, dont Mélusine. Mélusine va venir voir Raymondin en lui disant qu'elle pourrait l'innocenter du meurtre malheureux de son oncle et qu'elle pourrait aussi lui donner beaucoup de châteaux et une lignée prestigieuse. À la condition, attention, que Raymondin ne cherche jamais à voir son épouse les samedis. Quoi qu'il en soit, face à cela, Raymondin va dire oui, il va prêter serment à Mélusine. Donc l'histoire continue, ils vont avoir beaucoup d'enfants, 10, beaucoup de forteresses aussi. Mélusine va construire énormément de châteaux, dont, selon la légende, le château de Vouvant, en une seule nuit. Quoi qu'il en soit, au bout d'un certain temps, le frère de Raymondin va venir lui rendre visite dans l'un de ses châteaux. Et il va lui dire qu'il trouve ça bizarre quand même que sa femme se cache tous les samedis. La nature humaine étant plus forte que tout, Raymondin va aller voir au niveau de la tour où se cachait Mélusine. Il va observer par la serrure, ou faire un petit trou dans la porte, les deux versions existent. Quoi qu'il en soit, il va voir sa femme dans son bain, mais le bas de son corps transformé en queue de serpente. À partir de ce moment-là, Mélusine va s'envoler de sa tour en proférant des menaces. Elle sera jamais changée en femme serpente. Et elle va dire notamment que ces châteaux iront d'année en année d'une pierre en périssant. C'est ce qui serait à l'origine des ruines, notamment des châteaux de Mervan, de Vouvant, de Pouzauges, etc. Nous sommes entrés dans cette église Notre-Dame de l'Assomption. Donc cette église, elle a été construite, on va dire, en plusieurs temps. En effet, donc la première construction date du tout début du XIe siècle, donc la première moitié du XIe, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, la volonté de Guillaume le Grand d'installer une communauté monastique venue de l'abbaye de Maillezais. Donc là, à l'origine, il y aura un prieuré, le prieuré Notre-Dame, avec des moines vivant à l'intérieur. De cette première église, on conserve uniquement la nef dite Théodelin. Donc on l'appelle comme ça en référence à l'abbé de Maillezais de l'époque. Donc nef Théodelin, actuellement, il y a des expositions par exemple de peinture. On ne la voit pas de l'église, mais on peut rentrer par ailleurs ? En effet, entre la nef Théodelin et la pharmacie, on a un petit parking. À l'origine, l'église devait s'étendre certainement jusqu'à ce petit parking. Mais là, actuellement, ça a été détruit au XVIIe siècle. Donc vous pouvez en effet aller voir les expositions par le petit parking. Donc ensuite, au XIIe siècle, on va aménager la partie est de l'église. Enfin, on va plutôt la réaménager à l'époque des Lusignans. On va faire donc le grand portail nord, les absidioles et le chœur surmontant la crypte. On voit que ce chœur, il est surélevé. Alors pourquoi est-il surélevé ? Eh bien, il faut imaginer que l'église était très longue à l'origine. Elle faisait environ 70 mètres de longueur. Donc là, les hypothèses, c'est qu'en fait, ce chœur soit surélevé pour que l'officiant, donc le prêtre, ait plus de facilité lors des offices. Également, le terrain va en descendant vers l'est de l'église. Donc mettre une crypte surmontée d'un chœur, ça permettait aussi de rattraper la déclivité du terrain. Enfin, au XIXe siècle, on va réaménager une grande partie, donc la nef dédiée au culte de nos jours, le transept et la sacristie, puisqu'à cette période-là, notamment à l'issue des guerres de religion de la fin du XVIe siècle, eh bien l'église sera dans un très mauvais état. De nombreuses voûtes seront effondrées, ce qui fait qu'au XIXe, on va faire appel à un architecte des monuments historiques afin de restaurer cette église. D'ailleurs, l'église Notre-Dame de Vouvant, elle fait partie des premières églises classées au titre des monuments historiques, avec celle de Maillezais, l'église Saint-Nicolas. Ce sont les deux premières églises de Vendée à être classées monuments historiques en 1840. Faites bien attention, notamment on marche ici pour...
On est dans la crypte, qu'est-ce qu'il y a de particulier à voir ici ? Donc déjà à Vouvant, on a la chance de posséder l'une des dernières cryptes romanes qui sont situées en Vendée. Donc il y en a 7 actuellement en Vendée. Celle de Vouvant, c'est l'une des 7. La partie basse de la crypte et les murs extérieurs sont datés du XIIe siècle. La partie haute, elle, est datée de la fin du XIXe, puisque à l'issue des guerres de religion, la crypte sera comblée de pierres et de terre, et on va la redécouvrir uniquement dans les années 1880, lors des travaux de restauration de l'église. Dans cette crypte, qui correspond aux dimensions du chœur situé juste au-dessus de nos têtes, on peut observer 2 éléments sculptés situés sur le mur en rentrant à gauche. La première sculpture, c'est celle qui est située au niveau du mur. Ça représente un homme avec une barbe. Ici, cette sculpture-là, elle proviendrait peut-être, donc hypothétiquement, du portail ouest de l'église qui était situé aux environs du bâtiment de la pharmacie actuelle. Donc ça nous laisse encore une fois imaginer que l'église était plus longue à l'origine et que le portail ouest a bien été détruit à l'issue des guerres de religion au XVIIe siècle. Également, un autre élément sculpté situé juste en dessous la tête romane, ce serait le vestige d'un gisant, donc un gisant, un monument funéraire, élevé notamment pour la mémoire d'un seigneur par exemple. Eh bien ici, ce serait peut-être le gisant de Geoffroy II de Lusignan, seigneur de Vouvant au début du XIIIe siècle. On a parlé tout à l'heure de la famille de Lusignan. Eh bien Geoffroy II de Lusignan, seigneur de Vouvant, il va décider de se faire enterré à Vouvant dans son testament, daté de 1247 environ. Et cette pierre est certainement le vestige du gisant élevé au-dessus de la tombe de Geoffroy II de Lusignan. Donc on voit notamment, si on s'approche de la pierre, la cotte de maille qui est sculptée dans le calcaire, les vestiges du bouclier et de la main du chevalier posée sur son buste. Nous sommes ressortis de cette église pour avoir une vue sur ce magnifique portail. Donc le portail qui est construit au nord du transept, un portail qui est daté de 2 périodes. La première période, milieu du XIIe siècle, avec la partie basse, comprenant les 2 portes jumelles, encadrées sous le grand arc de décharge sculpté, et la partie haute, avec ses sculptures gothiques, qui elles sont datées du milieu du XVe siècle. Concernant la partie romane, elle aurait été ajoutée à l'époque des Lusignans. Et concernant la partie gothique, elle aurait été ajoutée quant à elle à l'époque de Jean de Dunois, seigneur de Vouvant, au XVe siècle. Et là, nous avons un petit indice en regardant entre les 2 portes jumelles. Vous pouvez voir les vestiges d'armoiries. Donc on voit un écu penché surmonté de 2 aigles. L'écu est surmonté ensuite d'un aume de chevalier, surmonté lui-même d'une tête de bélier. Ces armoiries, c'étaient les armoiries de Jean de Dunois au XVe siècle. Donc ça nous permet d'émettre l'hypothèse justement que c'est bien Jean de Dunois qui aurait commandité les travaux au niveau de ce portail au milieu du XVe siècle. Voilà donc pour la découverte des principaux éléments de cette commune de Vouvant. Évidemment, il y a plein de choses à voir ici. Cette commune, elle a d'ailleurs reçu des labels il y a quelques années, ce qui a développé évidemment le tourisme ici. Oui, tout à fait. En fait, dans les années 80, la maire de l'époque, Madame André Bourseguin, va lancer ce qu'on appelait une opération village. Grâce à cette opération village, ça a permis de restaurer notamment les remparts, d'entretenir les bâtiments communaux, de réaménager les espaces publics, etc. À l'issue de cette opération village, en 1988, le village de Vouvant va obtenir le label un des plus beaux villages de France, le seul à ce jour en Vendée. Et un peu plus tard, dans les années 2000, Vouvant va devenir l'une des petites cités de caractère. Donc dans le cadre de ce label Petite Cité de caractère, nous avons sorti l'an dernier un nouveau dépliant de découverte du patrimoine que les visiteurs peuvent retirer au niveau des commerces, au niveau de l'office de tourisme, au niveau de la mairie. Donc un nouveau dépliant permettant de découvrir le village à travers plusieurs points d'intérêt et notamment de faire le tour du village puisque depuis quelques années désormais il y a un bac à chêne au nord-est du bourg, un bac à chêne qui permet aux visiteurs et aux Vouvantais de faire l'ensemble du tour de l'enceinte pour y découvrir notamment la rivière mais également les remparts de l'enceinte fortifiée. C'est donc la fin de cette visite à Vouvant. Si vous avez la chance de venir ici cet été, n'hésitez pas à vous procurer ce dépliant pour une balade très complète. Et si vous ne venez pas en Vendée, eh bien vous pouvez aller sur le site internet histoire-vouvant.com pour une découverte à travers les écrans. Merci Ludovic. Merci à vous, bonne journée.